Sarah, mes hommages. Salut, ça va bien? Très bien. On surveille la sortie de ton livre. On va en reparler. La souveraineté improbable. On va en reparler la semaine prochaine, possiblement. Ben, c'est sorti aujourd'hui. C'est officiellement disponible sur Amazon depuis, en fait, hier soir, là, mon heure. Ben, je vais attendre ma copie gratis avant. Exactement. Tu vas voir ça en début de semaine. En tant que bougon. Hey, parle-nous d'autres choses. Un genre de poutine, peut-être? Ben oui, écoute, vous avez eu Jocelyn Coulon, mon comparse avec qui je fais le podcast, l'État du monde. Il y a un scoop, puis vous êtes branchés, les boys. Let's go, on se met 2 pieds. Ça bavette du poil, puis on t'écoute. Ouais, je confirme que les informations qu'on reçues, on m'a dit à peu près la même chose, là, de gens qui travaillent à l'Union européenne, à l'OTAN. Donc, ça semble être les bases de discussion d'un accord de paix, en tout cas d'un cessez-le-feu en ce moment, qui sont clairement au désavantage de l'Ukraine, parce que, honnêtement, tout ce que l'Ukraine a à gagner, si ces bases-là sont effectivement réelles, c'est qu'ils vont éventuellement peut-être joindre l'Union européenne en 2030. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Mais tu sais, en retour, ils vont devoir accepter que les territoires qu'ils ont perdus depuis 2014 sont à toute fin utile et récupérables, que le russe va fort probablement devenir une langue officielle en Ukraine. Tu sais, bref, tout ce qu'ils auraient pu accepter en 2022, c'est ce qui va leur être imposé maintenant. Puis, tu sais, sur le champ de bataille, ça va pas super bien. En fin de semaine dernière, ils ont été complètement expulsés du territoire russe après une manœuvre là, absolument formidable des Russes. Les pipelines! C'est absolument incroyable. Ils ont vidé un gazoduc qui passait sous la ville de Soudja, qui était le village clé dans la région de Koursk que les Ukrainiens contrôlaient. Donc, sur 15 kilomètres, pendant des jours et des jours, vous avez près de 1000 soldats russes qui se sont glissés lentement mais sûrement. Puis, à un moment là, très précis, ils ont attaqué les Ukrainiens par derrière alors que leurs collègues les ça a été une débandade. Les Ukrainiens ont foutu le camp de la région de Koursk. Puis là, les Russes sont en train de pénétrer sur le territoire ukrainien à partir de la région de Koursk. Fait que ça va vraiment pas bien pour les Ukrainiens. Puis là, on a vu, tu sais, on s'est rendu compte après le coup de fil entre Poutine et Trump que Poutine n'est pas nécessairement prompt à signer la paix. Il n'est pas vraiment pressé. Pourquoi? Ben, on le comprend. C'est lui qui a le momentum sur le champ de bataille. Pourquoi est-ce qu'il déposerait les armes alors qu'il est clairement en mesure de reconquérir encore plus de territoire? Est-ce que ça montre Trump affaibli un peu toutefois? Ben, en fait, tu sais, s'ils ont d'abord rencontré les Ukrainiens à Riyad, pour ensuite demander à Vladimir Poutine s'il était prêt à accepter le cessez-le-feu, ça montre que c'est Vladimir Poutine qui a le gros bout du bâton. C'est lui qui dicte le jeu, là. C'est lui qui a le mot final. Donc là, en réalité, ils se sont entendus sur la libération de même pas 200 prisonniers de guerre. Poutine a accepté d'arrêter de cibler des cibles, des infrastructures civiles en Ukraine, mais c'est à peu près ça qui est ça, là. L'armée russe poursuit son offensive. Fait qu'on peut se poser la question, pourquoi les Russes sont pas pressés de signer la paix? Première raison, c'est qu'ils ont le momentum sur le champ de bataille. Mais la deuxième raison, puis là, je vais faire quelque chose qui va décourager bien des gens sur les réseaux sociaux. Je vais faire une évaluation critique de la conduite de la guerre de Poutine depuis 3 ans. Là, ce que je vais dire, là, ça pourrait faire en sorte qu'au mois d'avril, là, je vais pas avoir mon chèque du Kremlin. Non, c'est ça. Le KGB serait pas de bonne humeur. D'après moi, tu as un meeting après-midi. Là. Alors, c'est clair. Fait, ça se peut que tu te fasses arracher les ongles, mais regarde, les ongles, on dit que c'est pas si nécessaire que ça. Ça repousse de toute façon. Je suis capable de m'en passer. Fait, tu sais, le truc là, dans un régime autoritaire comme la Russie, c'est le secret de la stabilité de ces régimes-là, je l'ai déjà expliqué, c'est la capacité du dirigeant à garder un équilibre entre les oligarques, les élites, puis le peuple. Donc, qu'est-ce que les oligarques veulent? C'est s'enrichir. Puis qu'est-ce que le peuple veut? C'est conserver sa propriété privée, puis être en mesure graduellement, lentement mais sûrement, de s'enrichir. Bref, le peuple veut qu'on lui saque la paix. Fait qu'en échange de ça, si on saque la paix au peuple, la population est prête à accepter sa perte de liberté politique. C'est ça, là, la clé de la stabilité dans un régime autoritaire comme la Russie. C'est ça, là, les fondements du contrat social. Puis Vladimir Poutine,
toute la conduite de sa guerre depuis 3 ans, il a toujours cherché à ne jamais imposer quoi que ce soit à la population. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais eu recours à la conscription. Il s'en est toujours tenu à des combattants volontaires. Ou à vider les prisons. Mais ça, c'est avec le gros pif qui s'est fait sauter d'un avion. Là. Avec Prigogine, c'est ça. Prigogine. Mais là, le problème, c'est que quand tu engages des soldats sur la base volontaire, tout dépendamment des régions, la région de Moscou, Saint-Pétersbourg, les volontaires touchaient des primes d'engagement qui correspondaient à de 3 à 5 fois le salaire moyen de la population russe. Puis dans des régions vraiment éloignées, plus pauvres, les primes d'engagement, c'était jusqu'à 12 fois le salaire moyen. Plus un 41 de vodka. Oui, ben oui. Exactement. Ben, c'est toujours nécessaire. Mais le pire, c'est qu'il aurait dit oui à 10 onces. Fait que là, le problème avec tout ça, c'est que ça a coûté extrêmement cher à la Russie. Son fonds souverain, en février 2022, ça se chiffrait à peu près 100 milliards de dollars américains. Puis au début mars de cette année, le fonds souverain avait fondu à 39 milliards de dollars. Fait que le problème, c'est que vous avez une classe d'individus en Russie qui ont vraiment profité de la guerre. Donc, les soldats, les engagés volontaires, leurs familles aussi, parce que quand les soldats étaient tués, les familles touchaient environ 60 000 $ de primes. Puis vous avez aussi les travailleurs dans les usines d'armement qui ont vu leur salaire augmenter de l'ordre, de ce que j'ai vu, d'à peu près 30 %. Fait que puis il y a des sondages qui ont été faits du centre Levada, qui est à peu près le seul centre de sondage crédible en Russie, qui a montré que pour des millions de Russes, il y a des millions de Russes qui considèrent que depuis février 2022, leur niveau de vie s'est amélioré. Donc pour ces gens-là, la guerre, c'est une bonne chose. Donc pour Vladimir Poutine, mettre fin à la guerre, ça reviendrait à déplaire à des millions de personnes qui profitent matériellement de la guerre. Mais le problème, c'est que en poursuivant la guerre pour plaire à ces gens-là, le problème, c'est que en investissant massivement dans l'industrie de la défense, il a été obligé de couper ailleurs. Donc, il a coupé dans le secteur public, en éducation, en santé. Donc, les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, leurs salaires ont stagné. Donc, puis la qualité des services a aussi diminué. Fait que quand vous prenez en considération qu'il y a une inflation, dans certains cas, qui peut atteindre jusqu'à 20 %, vous avez aussi, en poursuivant la guerre, Vladimir Poutine déplaît à des millions de personnes qui, eux, ne bénéficient pas de la guerre. Fait que ça le place dans ce qu'on appelle en anglais un catch-22. Il est placé devant un dilemme. S'il continue la guerre, il va continuer à plaire aux gens qui travaillent dans les usines d'armement, aux soldats puis leurs familles qui bénéficient des primes d'engagement, au risque de déplaire à la fonction publique, aux infirmières, aux professeurs. Mais s'il signe la paix pour plaire aux professeurs, aux infirmières puis aux employés du secteur public, il va nécessairement déplaire aux soldats puis aux travailleurs dans les usines d'armement qui se sont enrichis. Donc, leurs salaires qui ont complètement explosé depuis 3 ans, ils vont revenir à des niveaux normaux. Fait que là, peu importe ce qu'il va faire... C'est sûr qu'il va déplaire. Mais en même temps, c'est un régime qui est autoritaire. Je te dirais que les manifs se font rares, puis les médias vont mettre couvercle sur la marmite aussi, là, Jean-François. Oui, c'est ça, mais dans des régimes comme ceux-là, c'est les révolutions qui peuvent émerger, c'est grassroots, ça commence à partir des villages, des individus, puis c'est toujours le dénominateur commun, c'est ma condition matérielle souffre des décisions prises par le régime. Le pain, la Révolution française et toutes les autres révolutions, mais le régime, l'état du régime poutinien ce matin, c'est quand même assez étanche, là. Avec le réseau de ce qu'on appelait avant les goulags, les prisons, oui, où Navalny est mort, subitement après la marche, ça existe encore, là, je veux dire. Oui. La brutalité est toujours là, bien présente, là, soyons francs. Là. C'est sûr, mais dans beaucoup de régions, par exemple ici en Asie centrale, des régimes qu'on croyait extrêmement stables, extrêmement forts, en réalité... peuvent vaciller. Extrêmement rapidement, lorsque le prix du pain ou le prix de l'essence augmente, ne serait-ce que de quelques cents. Ça peut avoir un impact lorsque la population se retrouve pris à la gorge. Dans des régions comme ici, les gens, ils sortent dans la rue, puis ça a un effet boule de neige. Donc, tout le contraire du Québec. Ben oui, Québec est ici. Augmente les taxes. Pas de problème. On chiale, mais on débarque pas dans les rues, on vote, on peut réélire la CAQ aussi, pourquoi pas? Ce qu'on a fait.
Le COVID show, pareil, on a réélu à la CAQ. C'est tout le contraire d'ici, pareil. Hein? Puis il y a des bonnes chances que les libéraux puissent peut-être être réélus. Carney puisse... gouvernement minoritaire, majoritaire. En tout cas, on va voir. Là, ça va être super intéressant les 40 prochains jours. Pas de problème. J'ai hâte de s'en reparler. Hey, on s'en reparle la semaine prochaine. Il y a ton livre qu'on va plugger assurément. Mais il faut revenir évidemment sur les élections. La campagne qui commence lundi. Jean-François, peux-tu voter à distance en passant? T'es Canadien? Comment ça marche? Oui, j'ai le droit de voter. Je dois aller à l'ambassade m'inscrire. Mais comment ça marche? Hein? Tu votes dans quelle circonscription? Où j'habitais auparavant. OK. Donc, c'est Beauport, Limoilou ou Charlevoix, je pense. OK. Donc, ils vont me donner mon bulletin de vote, puis il faut que je le poste moi-même. Mais le problème, c'est que ça peut prendre jusqu'à 2-3 mois pour que mon bulletin de vote se rende au Canada. Donc, si je veux que ça se rende avant le scrutin, il faut que j'envoie ça par DHL ou UPS, puis ça me coûterait 200$. Donc, tout ça pour dire que je vais fort probablement m'abstenir de voter une fois de plus. Et de toute façon, je pense qu'on a su la dernière fois que les bulletins de vote de l'étranger n'étaient pas comptés. Imagine-toi. Wow. Fait que je perdrai pas mon temps. Une grande démocratie. Ben oui. Yes, une grande démocratie. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée, bye.